Retrouver cette force d'âme qui est la nôtre. Dans le cadre du plan de déconfinement, on nous a attribué la qualité d'être des citoyens libres et responsables. Notre politique repose à cet égard sur la responsabilité individuelle et la conscience que chacun doit avoir de ses devoirs à l'égard des autres. Mais notre objectif est de nous reposer largement sur le civisme de chacun. Je crois pouvoir compter sur le civisme de nos compatriotes pour que chacun les applique avec rigueur. C'est super. On est des citoyens français, on est grands, on est compétents, on est forts, on est tout à fait susceptible de l'assumer. Toutefois, il faut savoir exactement ce que signifie le terme de responsable. Alors, responsable, c'est un terme qui est extrêmement compliqué. On peut s'accorder sur deux définitions principales. La première, c'est tout simplement d'assumer les conséquences de ses actes. Ça, je pense que c'est la définition la plus centrale. C'est l'arête centrale de la responsabilité. Et j'y joindrais aussi le fait de penser à autrui. Être responsable, c'est pas seulement être responsable de soi, c'est aussi être responsable des siens, des proches et d'autrui en général. On peut ramener ça à Hans Jonas et à son principe de responsabilité. C'est la référence qui est la plus souvent citée. Donc on est OK pour endosser cette qualité et cette vertu. Toutefois, dans le cadre du plan de déconfinement, il y a quand même quelque chose qui cloche. C'est qu'aujourd'hui, dans les modalités qui sont avancées, nous sommes obligés d'assumer une décision que nous n'avons pas prise. Effectivement, la décision, c'est une triple décision. Il y a la décision du confinement, celle du déconfinement et ensuite celle du 11 mai, un cap qui a été fixé sans consensus. Donc on est obligé d'assumer toute cette chaîne de responsabilité. Nous, on est fort, on peut l'assumer, il n'y a pas de problème. Simplement, quand on remonte cette chaîne de responsabilité, il y a quelque chose qui cloche vraiment. En l'occurrence, au milieu de cette chaîne de responsabilité, nous avons les maires, les collectivités locales, qui eux ont plutôt fait de la résistance par rapport au gouvernement. Il y a une forte tension entre l'Association des maires de France et l'État à cause de la décentralisation. On demande de plus en plus de choses aux maires et aux collectivités territoriales alors que les moyens ne suivent pas. Donc eux, ils ont cherché plutôt à se protéger, à se prémunir et à demander des garanties. Et quand ils ne l'ont pas, ils ont tendance à faire un peu comme un maire de la Sarthe, c'est-à-dire à demander à des parents une décharge en cas de problème. Donc vous voyez que la chaîne de responsabilité, elle va dans un certain sens, mais ce n'est pas tout. Si on s'intéresse à qui il y a au départ, eh bien, nous avons donc l'État et le gouvernement qui, lui, en votant la loi de prorogation de l'état d'urgence, a intégré une sorte d'auto-amnistie, c'est-à-dire le fait de ne pas répondre des décisions qui auront été prises. Alors, c'est quoi cette chaîne de responsabilité exactement ? C'est quoi cette chaîne de responsabilité ? On a des acteurs qui essayent de se protéger les uns les autres, mais par contre, au bout, il y a nous, le citoyen libre et responsable, qui lui, en fait, n'a pas de recours. Donc on est face à une espèce de distinction honorifique de la responsabilité qui, en fait, ressemble et se résume à un transfert de charge sans recours pour nous. Ça ne va pas du tout. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Mais vous savez, il y a encore pire que ce statut de citoyen responsable, il y a celui de salarié. En effet, le salarié, lui, il n'est pas libre et responsable, manifestement, il doit être protégé. Tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises. Nous défendrons nos entreprises de toute taille. Nous défendrons l'ensemble des travailleurs et des travailleuses. Ce qui signifie donc qu'il faut travailler pour être protégé, mais que nous ne sommes plus responsables. Alors, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Un salarié, c'est un citoyen, il est libre et responsable. Pourquoi le protéger en particulier ? Il n'est pas censé en avoir besoin. Donc au final, on obtient une définition particulièrement cynique de la responsabilité, quelque chose qui est subi et pas quelque chose qu'on a décidé, une vertu qu'on se serait choisie et qu'on serait susceptible d'évaluer par nous-mêmes. Tout ça, ce n'est pas particulier, ce n'est pas propre à ce gouvernement, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser de la part des personnes, de la part des entités qui ont du capital, du pouvoir, qu'il soit économique ou politique. Je vous explique. Dans le domaine politique, on a eu des scandales avec l'affaire du sang contaminé, et donc les politiques cherchent avant tout à se prémunir. Alors sur le fond, comment ils vont faire ? On va organiser
des moyens d'objectiver les décisions. En l'occurrence, on va réunir des comités, faire des rapports d'experts, ce qui permettra de ne pas faire passer la décision pour une foucade, pour une toquade, mais pour quelque chose d'objectivé et de raisonné. En l'occurrence, pendant la crise et la pandémie du coronavirus, le pouvoir en place s'est appuyé sur l'argument d'autorité de la science, avec une espèce de croyance un petit peu, je dirais, un petit peu benêt, comme quoi la science détiendrait la vérité, alors que la science est aussi objet de consensus et de décision au sein de la corporation. Pourquoi 700 000 ? Parce que le Conseil scientifique nous dit à ce stade, sur la question des masques pour les enfants, les avis scientifiques nous ont conduits aux décisions suivantes. On a utilisé cette croyance en la science, comme quoi elle détenait la vérité, pour cautionner sa prise de décision. Et ça marche très très bien, l'argument d'autorité, puisque non seulement ça permet d'étayer sa décision, de lui donner du crédit, mais quand le vent tourne, quand il y a de la polémique, eh bien, ça permet de se prémunir également. C'est-à-dire que la décision, elle venait de la part elle venait directement des scientifiques. D'ailleurs, Édouard Philippe en a parlé en disant que les scientifiques avaient changé d'avis, qu'ils n'étaient pas toujours d'accord, etc. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété. Et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il me revient donc de le dire. Les temps ont changé, la doctrine de l'OMS aussi. Donc ça, c'est sur le fond, et sur la forme, on fait en sorte que la décision ne soit pas uniquement individuelle, prise par l'exécutif, mais qu'elle est passée par tout un processus démocratique. En l'occurrence, c'est le contrôle parlementaire. Édouard Philippe a dit qu'il n'était pas obligé de présenter le plan de déconfinement aux parlementaires. Il n'en avait peut-être pas l'obligation, mais il en avait certainement l'intérêt. Le contrôle du Parlement n'est pas un poids, c'est une chance. Alors ça n'existe pas que pour le pouvoir politique, ça existe également dans le pouvoir économique. Quand on est une grande entreprise, comment on procède pour se couvrir, pour avoir l'air responsable tout en se déresponsabilisant ? Par exemple, on va créer une charte de qualité avec ses fournisseurs. Comme ça, si jamais il y a un problème, c'est les fournisseurs qui prendront. Et puis, d'un point de vue formel, d'un point de vue de la vérification, de la norme, de la compliance, on va utiliser la blockchain, par exemple. Voilà, la blockchain, un processus de vérification qui est infaillible. Ponce Pilate. L'autre valeur qu'on nous a attribuée, l'autre qualité qu'on nous a attribuée, c'est la discipline. Alors, la discipline, Emmanuel Macron l'a particulièrement soulignée lors de son allocution du 13 avril 2020. On ne vient pas à bout d'une crise d'une telle ampleur sans une grande discipline individuelle et collective. Oui, effectivement, la discipline, c'est ce qui va nous permettre de gagner contre le virus, c'est ce qui va nous faire vaincre la pandémie. On est d'accord là-dessus, la discipline, c'est à la fois, c'est un mélange d'obéissance et de liberté, et c'est tout à fait pertinent dans le cadre du respect des gestes barrières, du respect de la distanciation sociale, de porter des masques, de se laver les mains. Ça, c'est bon pour la crise sanitaire. Mais on sait tous qu'une crise économique va intervenir. Qu'est-ce qui va advenir à ce moment-là, lors de cette crise économique, alors qu'on aura ancré dans nos comportements la discipline comme un atout, une qualité? Tout simplement, ça nous inclinera d'autant plus à accepter le caractère de gravité qu'il y aura sur les pronostics économiques. On sent déjà là, le MEDEF, le patronat suisse qui affûte ses armes, prêt à bondir et à nous imposer de nouveaux aménagements par rapport à cette période exceptionnelle. Voilà, on parle de supprimer des jours fériés, peut-être moins de vacances. Alors, prendre des mesures exceptionnelles, éphémères, ça marche bien, mais depuis le 11 septembre 2001 et le Patriot Act, on sait que l'éphémère a tendance à se prolonger dangereusement.
Donc vous voyez, si je vous parle de ça, de cette responsabilité qu'on nous assigne et qu'on n'a pas choisie, de cette discipline qui est une qualité qui va peut-être nous desservir au final parce qu'elle va nous rendre plus obéissants, d'autant plus qu'avec la mini-propagande du relâchement, on essaie de générer une petite culpabilité à notre égard. D'ailleurs, on le voit là, dès le 11 mai, j'enregistre cette vidéo le 11 mai, on parle du jeune Coréen qui est allé en boîte de nuit, de la famille en Dordogne, de ceux qui ne respectent pas, c'est eux les responsables du cluster. Attention au cadre qui se prépare, parce qu'on a vécu une grande crise, et quand une grande crise arrive, ceci a tendance à intensifier les antagonismes et à créer un mouvement, certes, de renaissance, de rebond, mais qui est toujours ambivalent. Moi, je me suis beaucoup intéressé au phénomène de résurgence, de renaissance. J'ai un peu étudié les villes dans ces cas-là. On peut voir que dans des villes comme Détroit, après la crise des subprimes ou la Nouvelle-Orléans, après l'ouragan Katrina, il y a un phénomène ambivalent qui se produit. D'un côté, on a des gens, des personnes qui se reprennent en main, qui mettent en place des mécanismes de solidarité, qui se mettent à créer des choses, que ce soit de l'art, que ce soit de l'artisanal, on redécouvre les vertus du travail manuel, on fait des fermes urbaines, des brasseries, on fait du miel, voilà, on met en place des mécanismes de solidarité. Mais de l'autre côté, il y a aussi des investisseurs qui arrivent avec des gros capitaux qui voient l'opportunité, qui achètent du foncier, des bâtiments, des gros qui achètent des petits. Ceci permet, souvent avec une fondation ou une ONG qui sert un peu de cheval de Troie, et ça permet d'améliorer les choses, ça c'est clair, mais c'est ambivalent puisque souvent ça exclut d'autant plus les pauvres, et notamment aux États-Unis, les minorités noires. Donc, attention, je voulais effectivement éveiller votre intérêt et votre vigilance sur ce mouvement de résurgence dans lequel nos qualités seront peut-être nos faiblesses. Moi, quelle est ma position par rapport à ça? Ma position, elle est très simple. Je considère que les progrès de la civilisation et les acquis sociaux sont des droits naturels auxquels il ne faut pas toucher. Prenons un exemple, les 35 heures. Si on remet en cause les 35 heures dans le cadre de cette crise économique qui vient, moi, personnellement, je n'étais pas favorable aux 35 heures. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, parfois je travaille 7 jours sur 7, et je trouvais que ce n'était pas un bon signal envoyé dans le sens de la motivation et de l'effort. Mais j'ai changé d'avis. Une fois que les 35 heures ont été mises en place, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient tout à fait satisfaits de cela, et j'ai compris que je m'étais peut-être trompé, mais j'ai compris que plus il y avait de droits sociaux, plus il y avait de liberté, plus les gens étaient heureux. Donc en gros, il n'est pas question pour moi de remettre en cause les droits sociaux qui garantissent nos libertés. Et ça m'amène à la deuxième conclusion, qu'il faut absolument se méfier des vertus dont on veut nous parer, car ces vertus, ce sont des espèces de flatteries. Pour réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous, pour révéler cette âme généreuse qui, par le passé, a permis à la France d'affronter les plus dures épreuves. Car ces vertus, ce sont des espèces de flatteries qui vont nous rendre un peu plus fragiles, un peu plus vulnérables et un peu plus influençables pour faire respecter des agendas ou des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Rien dans la Constitution n'imposait au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale la stratégie que je viens d'exposer. Nous avons choisi de réserver à l'Assemblée nationale ces annonces. Et au-delà de ces annonces, la capacité... La seconde raison est qu'il nous apparaît nécessaire de permettre à chaque député, qu'il soit présent dans l'hémicycle ou qu'il suive les débats à distance, de se prononcer sur cette stratégie, de dire s'il l'approuve et la soutient, de dire s'il la conteste et la rejette, ou de dire s'il s'abstient, mais de prendre position. Non, les députés ne commentent pas, ils votent. Et ce faisant, ils prennent des positions politiques. C'est votre honneur, c'est votre mission, et c'est ce que je vous invite à faire après le débat qui suivra cette déclaration.